Je vais faire une intervention qui sera peut-être bicéphale entre mon rôle de président de groupe et mes fonctions de président de la commission des finances. Je vais toutefois tenter au maximum de ne pas tomber dans une forme de schizophrénie. Vous avez bien fait de cadrer un débat par des propos liminaires qui ont mis sur la table un certain nombre d'éléments qui vont nous faire réagir et qui vont nous permettre d'avancer vers un débat plus de fond et technique au moment du vote du budget. Donc moi je trouve que vous avez eu raison de bien préciser à chacun des membres de cette Assemblée quels étaient, entre guillemets, les cadres à respecter dans les expressions personnelles. Alors moi je n'irai pas me projeter jusqu'à 2028, et encore bien d'échéance avant, et je vais me contenter modestement de parler de ce que pourrait être 2025, et plus structurellement de ce que pourraient devenir les années futures au sens structurel et au sens institutionnel. Par rapport à vos déclarations du début de séance, Monsieur le Président, j'en partage un certain nombre, même si je dois dire que quand vous parlez d'une situation ubuesque, je rajouterais c'est quasiment kafkaïen. Parce que comment s'étonner d'une forme d'incertitude autour du devenir de nos budgets respectifs qui sont très liés effectivement au PLF, alors même que vos amis, je ne vous dis pas vous personnellement, mais vos amis, il y en a beaucoup dans cette salle, ont associé leur voix avec les représentants du Rassemblement national pour censurer un gouvernement et du coup nous donner dans une incertitude, pour le coup, très aléatoire. Le PLF est-il toujours d'actualité? Non. Quand retiré dans sa substantifique moelle, je vais en dire un mot, mais en tout état de cause, on ne peut pas se féliciter d'avoir participé à une situation, même si elle est indirecte, parce que je sais bien que ce n'est pas ici que les choses se sont décidées, mais enfin ce mariage un peu baroque entre les députés de gauche et de toute la gauche, quand on regarde l'addition des voix à l'Assemblée nationale, il ne manque qu'un député du Parti socialiste qui n'a pas voté la motion de censure, plus les représentants et les députés du Rassemblement national et des amis de M. Ciotti, ça paraît quand même assez baroque. Et surtout, quand aujourd'hui, on s'interroge sur... il y avait d'autres moments pour la voter la censure. Et aujourd'hui, crie ici ou là, ah là là, on ne sait plus où on va. Ben oui, mais la faute à qui? La faute à qui? Macron. Pas à moi en tout cas. Pas à moi en tout cas. Donc je voudrais quand même bien préciser qu'on ne peut pas regretter un fait auquel on a participé. On ne peut pas. Si, non, quand même. Vous êtes tous à hurler parce qu'on vous fait les poches, on ne sait pas d'ailleurs, et pour savoir, il fallait peut-être pas censurer, au moins à cette période-là. Oui, il fallait le faire avant, ou le faire après, mais pas autour d'une question budgétaire telle qu'on le subit aujourd'hui. Quand on va sur le fond, vous nous adossez des clauses de revoyure, vous avez raison, parce que nécessairement, il y aura effectivement des nouvelles étapes. Est-ce qu'il y aura un nouveau projet de loi de finances? Mécaniquement, quelle en sera sa teneur? On ne le sait pas. Et donc, bien évidemment, qu'il y aurait des clauses de revoyure à préparer dès maintenant. Sur l'opportunité ou pas de voter le budget à date, vous mentionnez les exemples de Mme Pécresse et de Mme Morancé. Je vous en remercie. Je vous en remercie, car ils ne partent pas tout à fait de la même ligne de départ. Tant Mme Pécresse que Mme Morancé et par ailleurs son prédécesseur, M. Retailleau, ont déjà entrepris ce qui aujourd'hui nous tombe dessus, à savoir une obligation, j'allais dire, quasi de survie, de faire des économies dans nos collectivités. Donc je pense que, moi je connais mieux la région Île-de-France que la région Pays de Loire, mais enfin, je sais qu'elle avait aussi les capacités à pouvoir s'engager dès maintenant, quand bien même elle serait frappée de recul de l'État. Quand je parle de clause de revoyure, il y en avait peut-être une à établir dès maintenant. Dès lors qu'on s'inscrit dans la continuité de ce que pourrait être un projet de loi de finances de l'État, autant aller jusqu'au bout de la démarche et d'en prendre son acception la plus immédiate. Vous l'avez dit, et je salue votre intégrité intellectuelle,
que le Sénat avait apporté des améliorations. Pourquoi ne pas les avoir traduites dès maintenant dans ce projet de budget? Alors c'est vrai, on a pratiqué l'exercice avec Sandrine Dervillers, et je la remercie d'ailleurs, du travail qu'on a pu faire ensemble avec les groupes autour de la Commission des Finances. On a un problème de délai. C'est une réalité. C'est une réalité. Et on a vu que tout ce qui a été entrepris et les travaux qui ont été menés dans cette commission sont très contraints sur les délais. Bon. Mais quand même, et c'est en ce sens, je rejoins les propos de Fabien Robert, que nous avons déposé de façon commune et collective un certain nombre d'amendements pour réactualiser ce que pourrait être la charge ou les obligations auxquelles on serait soumis le moment venu. Et c'est pour ça, Fabien parlait d'amendements vertueux, il a raison d'employer ce terme, parce qu'ils ne sont pas gagés, mais aussi surtout des amendements d'actualisation. Troisième point sur lequel je voudrais intervenir, et dans le droit fil de cette évasion territoriale autour des Pays de Loire et l'Île-de-France. On est confronté aujourd'hui à une réalité qui existe depuis de nombreuses années. Et si j'ai un appel à vous lancer, Monsieur le Président, libérez-vous de toutes ces technostructures qui vous entourent. Qu'elles soient ici, autour de vous, et ce n'est pas un jugement personnel, mais c'est aussi le contre-effet de la décentralisation. Contre-effet de la décentralisation, c'est qu'on est au plus près de nos concitoyens, et quand on est vice-président, qu'on appartient à un exécutif, on a toujours plutôt tendance à vouloir donner aux gens une réponse qu'ils attendent. Libérez-vous de toutes les technostructures. Et ces économies que nous réclamons les uns et les autres, des fois dans des directions différentes, mais ça fait partie du débat politique, on est rattrapé par ça aujourd'hui. On est rattrapé par ça. On nous a vendu en 2015 une loi NOTRe qui permettrait de faire des économies structurelles dans les régions. C'est le contraire qui s'est passé. C'est le contraire qui s'est passé. Et par ailleurs, je l'avais dit, je crois, au moment des orientations budgétaires, s'étonner aujourd'hui d'une ponction amère pour les collectivités, j'ai moins entendu des cris de nos amis présents à l'époque, quand M. Ayrault et M. Valls ont fait passer les dotations globales de l'État d'un peu plus de 60 milliards d'euros par an à une trentaine de milliards ou une quarantaine de milliards. C'est près de 14 à 15 milliards d'euros qui ont été ponctionnés entre 2012 et 2015. Les mêmes, tout le monde n'était pas dans cet hémicycle à cette époque-là, mais enfin, les mêmes obédiences ou les mêmes rattachements affectifs et politiques, aujourd'hui, ne disent pas le contraire. Ils n'en parlent pas de ça. Ils n'en parlent pas. Donc on a quand même la capacité, à un moment ou un autre, de s'adapter à un contexte très contraint. On l'a fait après les coups de rabot sur la DGF, sur tous les concours de l'État, en 2014 et en 2015. On a réussi à le faire. On a réussi à le faire. On a traversé le pacte de Cahors. On l'a traversé, les uns et les autres. Donc aujourd'hui, c'est bien de s'émouvoir de ces nouvelles contraintes, mais il faut aussi assumer nos responsabilités. Bien sûr qu'on arrivera à le faire. Et on est en train de le prouver aujourd'hui. Et par ailleurs, prenons garde les uns et les autres à ne pas creuser un peu plus le fossé qui nous sépare de nos concitoyens. Parce qu'après les annonces du plan dit Barnier, moi je redis le respect et je remercie Michel Barnier pour la brève période qu'il a passée à Matignon, mais il a osé faire des choses. Il a été courageux. Moi, j'ai rarement vu dans la rue quelqu'un défiler avec une pancarte nous réclamant de revoir l'assiette de la FCTVA. J'ai pas entendu quelqu'un manifester dans la rue nous disant effectivement il faut se plaindre de la baisse du reversement de la TVA, du fonds de réserve. Les gens, ils nous demandent des économies. Ils nous demandent de revoir de façon structurelle nos politiques publiques. Ils nous le demandent. Voilà. Mais c'est une commande aujourd'hui. Il faut la prendre en compte. Nous avons travaillé, comme je l'ai déjà dit, sur un certain nombre de pistes. Elles méritent maintenant à être prolongées. Si on devait regarder, mais c'est la discussion que nous aurons tout à l'heure sur le vote formel du budget, on travaille beaucoup en masse. On n'est pas à un stade où on peut regarder dans le détail quelles seraient les politiques publiques à réviser, à réorienter, celles qu'il faudrait supprimer. En termes d'investissement. Moi, je suis heureux que Sandrine ait pu annoncer il y a quelques jours que nous allons enfin nous doter d'un PPI pour prioriser, échelonner, voir dans le temps. Moi, je ne fais pas partie de ces chantres du klopférisme primaire où on ne regarde que 2 ou 3 ratios quant à la santé financière d'une collectivité
la capacité de désendettement et le taux d'épargne. Bien sûr que c'est important. Bien sûr que c'est important. Enfin, il y a peut-être des fois, et suivant les périodes, on le voit bien d'ailleurs en ce moment, et avec tout le romantisme qu'on peut avoir autour de ces questions, que la question du taux d'intérêt et de l'impact des frais financiers varie énormément sur notre capacité de désendettement ou sur notre taux d'épargne. Et on voit bien que c'est éphémère tout ça. Donc, ne gravons pas dans le marbre un certain nombre de tabous ou de plafonds de verre. Par contre, prenons à notre compte des politiques volontaristes. Posons-nous sûrement la question, le moment venu, de savoir ce qui relève du service public et ce qui relève du service au public. À quoi on attribue les fonctions essentielles du contribuable ou du produit du contribuable à celles de l'usager. Voilà les questions politiques qui doivent nous amener vers l'avenir. Dernier point, j'en finirai là-dessus, parce que je suis à déjà 10 minutes. Moi, je réclame avec vous, et nous sommes très nombreux dans cette assemblée à le faire, et je citerai en exemple notamment Pascal Coste, qui est à la tête d'un exécutif, vivement la République des territoires. Vous êtes un Girondin, Monsieur le Président, vous l'avez prouvé, mais comportons-nous encore plus en Girondins, préparons-nous à ce qui est question aujourd'hui, une question de survie pour nos territoires. Coordonnez-vous entre exécutifs, qu'ils soient départementaux, régionaux. Réfléchissons, n'attendons pas de subir le moment venu une législation produite par des assemblées, certes très méritantes au niveau national. Prenons-nous en main, prenez-vous en main et soyons capables de proposer une nouvelle révolution territoriale qui assure la pérennité de nos collectivités. Voilà, merci Monsieur le Président.